chacun d'eux. Ok tout le monde, je vais vous demander 5 petites minutes d'attention. Déjà je voudrais commencer par vous remercier de vous mobiliser, ça touche et vraiment ça apporte le soutien nécessaire face à tout ça, cet acharnement. En fait il y a tellement de choses à dire là que je vais essayer de rien oublier. On a déjà je souhaite un bon anniversaire aussi aux Gilets jaunes aujourd'hui. Merci à vous pour ce combat là depuis 4 ans. Et c'est une lutte qui soude. Et un bon anniversaire à ma soeur aussi en passant. Ouais, alors en fait ce qui s'est passé, mon procès il a été reporté là au 6 avril 2023 à 9h parce que apparemment il y a trop d'affaires, donc le tribunal est surchargé. Ce à quoi c'est dur de ne pas réagir avec de l'émotion. Pourquoi ? Parce que en fait ce qui s'est passé hier, c'est que on a un ami, Ludo, avec qui on est dans la lutte depuis le début ensemble, pour qui ils ont choisi de faire appliquer une peine qui date d'il y a 9 ans en fait, une affaire qui s'est passée en 2013 où en fait il avait tiré au pistolet à billes dans une boîte aux lettres quand les gendarmes toquaient chez lui et donc là ils l'ont condamné à 6 mois de prison. Donc là il doit repasser en comparution immédiate cet après-midi, mais bon il est déjà au courant de sa peine en fait. Et donc en fait il doit passer cet après-midi. En fait là le tribunal nous dit qu'ils ont trop d'affaires à traiter et que du coup les tribunaux sont surchargés. Et donc en fait ils ont choisi hier pour l'enfermer. Donc là il est dans les cellules là sous le tribunal. Donc voilà, une grosse pensée à lui, parce que ça doit pas être évident. Une grosse pensée à lui et à ses enfants. Donc voilà, il y a avant-hier le psychologue qui m'a appelé aussi sous demande du procureur pour refaire une enquête sociale me concernant pour savoir justement si j'avais des déficiences psychologiques. Donc ils essayent justement de psychiatriser encore une fois l'opposition pour pas accéder au débat. C'est complètement hallucinant, alors que nous on essaye justement de dénoncer la précarité dans laquelle ils poussent les gens et justement cette détresse dans laquelle ils poussent tous les gens qui sont soumis à cette propagande en fait. Et quand on essaye de résister, on se fait attaquer. Donc c'est assez dur. On a aussi demain Tinley qui fait partie des 3 dont je fais partie aussi, qu'ils ont mis en garde à vue pendant 14 heures pour avoir été chercher de la nourriture, des invendus dans les poubelles pour pouvoir les redistribuer aux familles qui sont dans le besoin. Donc voilà, ils font passer un mineur en justice pour délit de solidarité en fait. Donc c'est complètement hallucinant. D'ailleurs, j'aimerais remercier aussi Daniel Adam qui m'a fait un courrier hier pour m'expliquer en fait le réel défaut auquel on a à faire face dans la justice maintenant. Et d'ailleurs c'est un cadeau ici dont il faut que tous les gilets jaunes et tous les contestataires plus largement se saisissent. En fait on a un système judiciaire là qui se présente aujourd'hui avec des compositions pénales. Alors ça existe depuis 99. En fait on a du coup le procureur qui se présente en tant que juge et partie, c'est-à-dire en fait ce qui garantit un procès équitable dans les lois républicaines, c'est le fait d'avoir un débat contradictoire. Or là, en fait, il n'y a pas de débat contradictoire, on a juste un délégué du procureur qui vous informe d'une peine à laquelle vous devez vous soumettre. Donc sans avoir de débat. Donc ça en fait c'est des lois qui vont à l'encontre des lois européennes et ça montre en fait la détresse aussi d'un système judiciaire qui est vraiment à bout de souffle parce qu'on a un système qui ne fonctionne plus. C'est ce qu'on essaye justement de dénoncer. On essaie de trouver des solutions et en fait en cherchant des solutions on est largement combattu par ceux qui ont le pouvoir. Donc c'est pas évident. Donc merci à vous tous de vous mobiliser. Là ça fait le 8e procès. Et toujours pas de débat, toujours un procureur qui donne des accusations à charge pour m'enfermer toute l'équipe qu'il y a derrière. Donc oui, on a un procureur qui est coupable de troubles à l'ordre public. On a un président aussi qui est coupable de troubles à l'ordre public quand il nous annonce qu'il va faire porter la responsabilité sur les non-vaccinés. On est clairement à l'entrée d'une ère d'apartheid et j'ai pas peur de dire le mot, justement, le devoir de mémoire c'est fait pour se rappeler ce qui s'est passé et pas faire les mêmes erreurs. C'est pas un tabou et il faut en parler. Et voilà ce qu'on a subi. C'est des mesures qui sont simplement suspendues, mais en fait c'est une période inhumaine qui ne devrait plus jamais avoir lieu. On a traumatisé des générations entières là-dessus. D'ailleurs, il y a les Mamans Louves qui ont fait un travail formidable pour faire un bilan de l'impact psychologique sur les enfants.
Et en fait, on a clairement des générations entières qui sont traumatisées. Et on a une perte de confiance générale du peuple envers son gouvernement. Donc là, c'est plus qu'important de redéfinir la place de l'État qui vient s'initier de plus en plus au travers de ses institutions et de ses représentants dans nos libertés. Et donc voilà. Donc j'aimerais d'ailleurs aussi remercier Daniel Adam et l'association Droit et Liberté qui se battent justement pour faire éclater ça au grand jour et qui sont connus que des gens comme moi qui sont dans la merde en fait. Donc voilà. Merci à tout le monde et on lâchera pas. Ouais, bonjour. Moi, je voudrais vous parler d'un petit aspect de cette affaire-là qui est un peu croquignolesque, pardon. C'est l'enquête sociale sur la personnalité de Merlin. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Moi, je ne me présente pas, moi. Tout le monde me connaît. Non, je rigole. Je suis, comme tu le vois, un gilet jaune qui a fait la passation entre le mouvement des gilets jaunes avec le mouvement anti-pass sanitaire et maintenant le mouvement du Café des Libertés. Je pense que la fusion de toutes ces luttes, c'est indispensable et seule cette fusion nous permettra de gagner un jour. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, parce que bon, il y a quand même prenons les choses avec humour, que Merlin soit pour la deuxième fois soumis à un examen psychologique dans le cadre des procédures qui sont lancées à son encontre, ça a quand même quelque chose, je dirais pas d'étonnant, mais quelque chose qui rend mal à l'aise. Alors je voudrais rappeler quand même que la psychiatrie punitive, comme on l'a appelée jadis, ça a été pas inventé, mais mis en place de façon industrielle dans la Russie soviétique. Ils avaient même fait un centre spécialisé là-dedans qui s'appelait le centre Serbski. Et il y avait un horrible médecin qui a mené toute cette affaire-là, qui s'appelle Fedor Kondratiev. Du reste, comme j'anime aussi le site des Gilets jaunes de Fort-Calquier, j'ai fait paraître sur ce site un article complet sur la psychiatrie punitive qui est relevé de l'URSS. Alors bien sûr, avoir des arguments psychologiques quand on est dominant pour asservir les dominés, ça a toujours existé. Ça existe dans le cadre familial, ça existe jusqu'au goulag, quoi. Alors c'est assez drôle de voir ça réapparaître aujourd'hui. Imaginez, regardez, on est, je sais pas, 100, 150 ici. Quelle peut être la différence d'analyse qu'on peut faire de la personnalité de Merlin par rapport à la mienne ou par rapport à n'importe qui est ici présent? En quoi, disons, Merlin peut être soupçonné d'être dangereux pour lui-même ou pour les autres, plus que nous autres? On est sur le même bateau, sur la même barque, on a les mêmes attitudes, comportements, analyses. Donc le fait de l'isoler de ce groupe-là pour le soumettre à une pseudo-enquête psychologique, ça a quelque chose de délirant. Du reste, ces enquêteurs, psychologues, qui sont soumis à un appareil d'État pour venir enquêter sur une personnalité, ils sont à la limite de leur déontologie, quand même. Voilà, forcer quelqu'un à se faire examiner dans un cadre psychologique, à part des conditions exceptionnelles où la personne en question est dangereuse pour elle-même ou pour les autres, ce qui n'est pas le cas de façon manifeste, c'est un peu douteux. Et du reste, ces gens-là ont honte de ce qu'ils font. Ils ont tellement honte de ce qu'ils font qu'ils refusent, par exemple, que cette intervention soit enregistrée. Parce que imaginez qu'on enregistre Merlin face à un psychologue qui veut savoir s'il est dangereux pour la société pour des raisons de sa petite enfance ou que je ne sais quel type de traumatisme, ça serait assez rigolo à écouter collectivement après, quoi. Donc, il y a interdiction complète d'enregistrer ce genre de choses. Et donc, il se trouve des psychologues, quand même, aujourd'hui, qui, compte tenu de leur situation, je dirais, économique désastreuse, sont prêts pour quelques dizaines d'euros à faire des missions qui sont indignes, quand même, hein, et qui remettent en cause leur statut de psychologue. Bon, enfin, il y a quelque chose d'assez rigolo quand même dans cette histoire de vouloir extraire quelqu'un d'un groupe comme celui-ci pour l'analyser et le mettre sur le grill. C'est une espèce de
de continuation de la pensée religieuse, où chaque individu est seul face à son Dieu, unique, et doit rendre compte qu'à titre individuel. Gérer un mouvement collectif ou un mouvement social comme celui-ci, ça les embête. Ils préfèrent extraire un individu et le passer au crible pour voir je ne sais quel défaut il pourrait avoir. Bon, enfin, cette histoire de psychologie pour combattre les mouvements sociaux, ça commence comme ça peut se terminer mal. Donc il faut se lutter contre ça, et le psychologue qui sera chargé de ce travail-là, eh bien, il faudra se souvenir de lui. Ouais, j'aimerais, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant, mais aussi rappeler de... J'aimerais rappeler ce qui a été les débuts, la seule discussion en fait que j'ai eu l'occasion d'avoir avec ce procureur, c'est que c'était pendant mon premier procès en fait, quand ils m'ont enfermé, qui m'ont enfermé dans les mêmes cellules dans lesquelles est Ludo maintenant pour le non-port du masque et les rassemblements illégaux. En fait, il m'a proposé une composition pénale, du coup, encore une fois où il était juge et partie, que j'ai refusé. Et en fait, il a par la suite rappelé mon avocate pendant la nuit pour me dire qu'il fallait vraiment que j'accepte cette CRPC. Et en fait, pendant le premier procès que j'ai eu, mon avocat a présenté ça comme carrément du chantage en fait. Comme du chantage pour accepter une peine soi-disant diminuée qui m'aurait fait 6 mois de suspension de permis et 3 ans de sursis. Donc ce que j'ai refusé et ce qui a permis d'ouvrir justement le débat qu'on était venu chercher au tribunal parce qu'on estimait que ce qu'on faisait c'était juste et on l'estime toujours. Et du coup en fait, le seul échange que j'ai eu avec lui, que j'ai relaté dans les médias sur BFM TV, qui a été modifié, je vais vous en parler après, c'est que je lui ai dit en fait, quelle est la solution pour qu'on puisse se retrouver, parce que les gens sont vraiment dans une détresse de les isoler comme ça, de les masquer, de faire de la distanciation, enfin tout ça, on a besoin de liens pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister à travers le lien et l'échange. Et en fait, à ça, il a répondu, si vous voulez pouvoir vous retrouver, il va falloir passer par la vaccination. Donc, suite à ça, quand je suis sorti du tribunal, après une nuit en cellule, j'ai témoigné de ça sur BFM TV, qui était là, et j'ai dit, voilà, donc il m'a dit que si on veut pouvoir se retrouver, il faut passer par la vaccination. Ce à quoi BFM TV a fait un montage, en me faisant dire, si on veut se retrouver, il faut passer par la vaccination, sans dire que je citais le procureur. Donc voilà, en fait, on est clairement, encore une fois, un témoignage d'une manipulation médiatique qu'on subit depuis en fait 2 ans, depuis le combat. Et depuis plus longtemps pour les Gilets jaunes, quand on essaie de faire passer un mouvement qui compte des millions de personnes pour un mouvement violent, non, c'est pas un mouvement de gauche, c'est pas un mouvement de droite, c'est la France d'en bas qui vient chercher la France d'en haut, et voilà, on se battra jusqu'au bout pour ça. Manipulation. Parlons-en de la manipulation. C'est pas de la manipulation médiatique, ça. Je vais vous raconter une anecdote. Merlin, qu'on connaît, avec son grand cœur, et puis son idée, effectivement, de ce qu'il faut faire pour aider les gens, est allé pour soutenir le personnel soignant à la clinique de Toutes-Ores. Ce personnel soignant est en grève depuis bientôt un mois. Donc, un RT, il y en a là par là, a vu que Merlin était là. Il est allé dire au personnel soignant, aux responsables, faites attention à Merlin parce qu'il est dangereux. Voilà. Voilà. Alors nous on passe derrière. Voilà. Alors nous on est passé derrière justement pour dire au personnel, surtout n'écoutez pas ça, c'est de la manipulation. Qu'ils voilà. Écoutent les interviews de Merlin et ils en sauront un petit peu plus. Je dirais même plus, c'est eux qui sont dangereux pour nous refuser ce débat en fait depuis aussi longtemps. C'est eux qui sont dangereux, c'est eux qui font de l'incitation à la violence, qui
font du trouble à l'ordre public. Et le fait qu'on puisse se réunir comme ça, c'est nécessaire justement pour canaliser cette colère et la transformer en autre chose, quoi. Parce qu'au final, on se rend compte que pendant 4 ans, on a des gens qui se mobilisent pour demander un meilleur vivre, qui demandent 200 balles en plus par mois, on leur refuse. Et au final, là, quand il s'agit d'une pseudo-crise sanitaire, on est prêt à débloquer des milliards. On a un gouvernement qui, là, très récemment, a commandé pour 38 millions d'euros de grenades lacrymogènes. Donc voilà, on est en lacrymocratie maintenant. Donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la psychiatrie s'est jamais vraiment remis de ce scandale. Et il pèse toujours sur elle une notion de non-démocratie et d'abus de pouvoir. Mais il n'y a pas que la psychiatrie qui s'est fourvoyée dans des soutiens des dictatures. Il y a aussi l'appareil judiciaire. Je voudrais rappeler, et il faudrait rappeler à tous les magistrats qui nous donnent des leçons, qu'en 1941, un seul magistrat en France a refusé de signer l'allégeance à Pétain. Un seul. Il s'appelle Paul Didier. Tous les autres ont signé l'allégeance à la France occupée par les nazis, avec les tribunaux spéciaux qu'ils ont mis en place après pour pourchasser des syndicalistes, des résistants et tout ça. Un seul magistrat sur des centaines de magistrats. L'honneur de la justice a sombré là. Alors je ne sais pas s'ils sont remis depuis. Je voudrais juste préciser quelque chose. C'est que souvent, on va dire, dans ce qu'on appelle la résistance, dans ce qu'on appelle la révolution, on se retrouve face à des juges, à toutes sortes d'entités représentant l'État, mais qu'au final, toutes les oppositions, en fait, servent le système de nos oppresseurs. C'est un système qui est basé sur la division, sur l'opposition. Donc, il faut faire très attention à ne pas tomber dans les pièges, à toujours rester face à face avec des humains, et même, on pourrait dire à un stade, avec du vivant, et ne jamais oublier ça. Voilà. Merci à tous. Marie-Agnès, je pense à toi. Surtout toi, je pense à toi. Papa, je pense à toi. Je pense toujours à toi. Ça va, la voix, et alors, ça te fait. À propos du danger là, que soi-disant on représente, on pourrait parler de l'histoire de Cruis, là, où un bûcheron s'est permis de couper l'arbre sur lequel s'était réfugiée une militante écolo. Donc voilà, il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Où est-ce qu'il est le danger? Donc on est en train d'organiser toute une fascisation de la société et contre laquelle il va falloir se bouger. Donc le 4 décembre à Cruis, on organise, c'est dit dans les médias, une grande manifestation pour dénoncer la supercherie qui concerne l'installation de l'industrialisation du photovoltaïque. Voilà, à Cruis, le 4 décembre. N'oubliez pas, puisqu'on parle du programme, la première chose demain, c'est le rond-point de l'autoroute A51. Oui. Rendez-vous des Gilets jaunes. Tous les Gilets jaunes ici sont nombreux. Venez à ce rendez-vous. Et samedi, rencontre à Marseille de tous les Gilets jaunes de la région PACA. Départ à partir de 11h, au rond-point de l'autoroute du Joux. Ouais, bien. J'ai vu que tu commençais par un arc-en-ciel. C'est beau, hein? L'arc-en-ciel. C'est vrai que moi, je À mon avis, l'erreur, c'est sur Marseille. Il faut rester au rond-point. Pour avoir des gens. Est-ce que vous croyez qu'on peut demander à un psychologue pour analyser le psychologue? Moi, je trouve que ça serait intéressant. Un vrai qui analyse l'autre. C'est une erreur d'aller à Marseille. Non, mais ça... Eh ouais, mais pas chacun.